Bonjour à tous, je m'appelle Sophie Pétillon, je suis interne de chirurgie et je vais vous présenter une conférence de D4 avec 4 dossiers longs de chirurgie digestive. Donc on va commencer tout de suite avec le dossier numéro 1. Donc il s'agit de Fabrice qui est âgé de 19 ans, qui est victime d'un AVP en scooter. Les témoins ont prévenu le SAMU. Donc première question, vous êtes médecin du SAMU, quelle est votre conduite à tenir sur les lieux de l'accident ? Donc sur les lieux, après un examen rapide, vous constatez que le patient est conscient, orienté. Ses constantes sont une tension artérielle à 10,6, une fréquence cardiaque à 115, une fréquence respiratoire à 19 et une saturation à 95% en air ambiant. L'examen neurologique est normal. Et le patient se plaint de douleurs importantes de l'hypochondre gauche en regard d'un hématome de 3 cm. Donc deuxième question, quelle est votre prise en charge immédiate sur les lieux? Troisième question, quel est le bilan à faire en réanimation chirurgicale? Donc vos premiers examens complémentaires réalisés en réanimation reviennent. Vous avez une hémoglobine à 10,1, des globules blancs à 11 200 avec des polynucléaires neutrophiles à 9 700, des lymphocytes à 1400, des plaquettes à 290 000 et un ionogramme normal, une créatinine à 78. Donc vous faites les examens radiologiques. Donc voilà vos premiers examens. Donc quatrième question, commentez cet examen et déduisez-en le diagnostic. Finalement, au bout d'une heure, le temps de réaliser tous les examens et tout le bilan, l'état du patient s'aggrave et vous le retrouvez en sueur, confus, avec une tension à 8,5, une fréquence cardiaque à 125, une fréquence respiratoire à 20 et une saturation à 96% sous 9 litres d'oxygène. Donc, cinquième question, quelle est votre prise en charge en urgence ? Finalement, grâce à vos bons soins, le patient se remet bien et il est prêt à quitter l'hôpital au bout de quelques jours. Donc, sixième question, qu'est-ce que vous allez lui dire à sa sortie ? Quelles sont vos recommandations à long terme et rédiger son ordonnance. Première question, la conduite à tenir lors de l'arrivée sur les lieux de l'accident. Donc, la première chose d'abord, c'est de mettre le patient et l'équipe médicale dans un endroit sécurisé. Ensuite, la deuxième chose, c'est vérifier l'absence d'autres victimes. Ça paraît une évidence, mais c'est hyper important. Si c'est sur la route, mettre tout le monde dans un endroit sécurisé avant de commencer. Et ensuite, la chose la plus importante, c'est maintien en rectitude du rachis. Ça, tant que vous êtes sur les lieux de l'accident, le patient a une lésion du rachis jusqu'à preuve du contraire. La preuve du contraire, c'est la radio, et la radio, ça sera pas sur les lieux de l'accident. Donc, de toute façon, vous arrivez, vous mettez la minerve, vous préparez le mettre la coquille, et ensuite vous examinez votre malade. Ça, si vous ne mettez pas ça, c'est évidemment 0 à la question. Donc ensuite, vous interrogez le patient, là, on vous dit qu'il est orienté. Donc vous interrogez le patient, les témoins, vous essayez de connaître un peu les circonstances de l'accident. La cinétique, ça détermine les lésions sur tout arrachement, comme les dissections de l'aorte. Vous cherchez à connaître l'identité du patient et les personnes qu'il veut prévenir en urgence. Ensuite, vous essayez de connaître ses antécédents, les traitements en cours, surtout des traitements qui peuvent pas être arrêtés rapidement, par exemple un diabète insulinodépendant, une insuffisance surrénale, ou alors un traitement par anticoagulant, par exemple. Ensuite, vous prenez ces constantes. Donc, avec le scope du SAMU, c'est assez rapide. Donc, la fréquence respiratoire, la saturation, la fréquence cardiaque, la tension, et vous réalisez un ECG. Donc, ensuite, votre examen clinique. Donc, d'abord, le score de Glasgow. Première chose sur les lieux. Donc, c'est assez simple. Est-ce qu'il ouvre les yeux? Est-ce qu'il vous parle? Et est-ce qu'il comprend vos ordres simples, vos questions? Ensuite, neurologique. Donc, la sensibilité, la motricité des 4 membres. Parce que c'est un AVP, donc rechercher une lésion absolument du rachis. Ensuite, un examen cardiovasculaire avec l'hémodynamique. Donc, l'auscultation cardiaque rapide. Et surtout, la prise de la tension aux 2 bras. Ça, c'est hyper important, c'est indispensable. Si vous ne prenez pas la tension artérielle aux 2 bras, vous pouvez très bien passer à côté de la dissection aortique. C'est un AVP, donc potentiellement c'est le terrain de la dissection.
Et vous palpez les pouls périphériques. Ensuite, la palpation des reliefs osseux, essayez de ne pas passer à côté d'une fracture, surtout une fracture du bassin qui peut saigner. L'examen pulmonaire, donc l'auscultation, une recherche d'un épanchement, un hémothorax, un pneumothorax. Ensuite, l'examen abdominal, donc la palpation abdominale. La recherche de lésions cutanées, c'est plutôt, comme on a là des hématomes, on regarde d'un choc violent. Et l'hépatosplénomégalie. Ensuite, vous faites évidemment le dextro et l'hémoQ qui sont maintenant disponibles avec le SAMU très facilement. Donc ensuite, votre prise en charge immédiate. Donc comme je vous ai dit, c'est le mineur et le matelas coquille, indispensable. Vous posez 2 voies veineuses périphériques. Vous commencez un remplissage adapté, donc soit par sérum salé isotonique, soit par macromolécules. Et en plus des amines vasopressives si l'état hémodynamique le justifie. Ensuite, là, on vous parle de traumatisme abdominal. Donc, vous posez le pantalon anti-G, vous le gonflez pas. Un pantalon anti-G gonflé, ça risque de faire nécroser les jambes. Donc, on le gonfle vraiment en cas de besoin. Mais s'il est posé et que l'état, par exemple, s'aggrave dans le camion, eh ben, ça va très bien se passer. Vous le gonflerez, ça ira très vite. S'il n'est pas posé, s'il n'est pas prêt, ça risque d'être plus compliqué. Et surtout, le transfert vers une réanimation chirurgicale avec une équipe prévenue qui est prête à accueillir le patient. Donc, le premier bilan à faire en réanimation chirurgicale. D'abord, c'est réévaluer l'examen clinique. Ça paraît une évidence, mais c'est indispensable. Donc, réévaluer l'examen neurologique, le score de Glasgow, la motricité des membres, réévaluer l'hémodynamique, la fonction respiratoire, refaire une palpation abdominale, le toucher rectal à la recherche éventuellement d'un épanchement dans le cul-de-sac de Douglas, par exemple, qui ferait évoquer une hémorragie digestive. Et rechercher toutes les lésions associées, les plaies, les hématomes. Je vous rappelle que les plaies du scalp, par exemple, ça paraît pas urgent, mais ça fait saigner vraiment beaucoup, donc il faut le savoir. Refaire tout l'examen et surtout l'examen à consigner par écrit avec surtout la date et surtout l'heure. Si le patient s'aggrave dans un second temps, c'est bien de savoir de quoi on part et c'est bien de savoir à quelle heure il allait bien et voir la cinétique de l'aggravation. Donc le bilan biologique, on a d'abord une numération. Le MOQ, ça suffit pas. Le ionogramme, la créate. Donc, le bilan hépatocellulaire et la lipasémie qui sont augmentés par exemple en cas de traumatisme hépatique ou pancréatique. Ensuite, les gaz du sang artériel. Et un bilan prétransfusionnel. C'est un patient polytraumatisé. On prélève toujours le bilan. Comme ça, si on a besoin de le transfuser, ça ira plus vite. Le bilan d'hémostase. Et ensuite, la bandelette urinaire et le CBU. À la recherche d'une hématurie. Dans le bilan d'un polytraumatisé, c'est pas des examens invasifs, mais ça permet de diagnostiquer un traumatisme rénal. Donc ensuite, le bilan radiologique. Une radio de thorax, une échographie abdominale, tout ça, ça peut être réalisé au lit du patient et rapidement. Ensuite, évidemment, les radios du rachis face profil, de tout le rachis, surtout cervical. Voilà, c'est la seule condition pour enlever la minerve du patient, c'est d'être sûr qu'il n'y a pas de lésion. Et ensuite, un body scanner si l'hémodynamique est stable. Et une consultation d'anesthésie, c'est en cas d'orientation vers une pathologie chirurgicale. Donc ensuite, vos examens d'imagerie revenaient. Donc là, il s'agit d'un scanner abdominal en coupe transversale. On a 2 coupes différentes. Donc la première, on voit que c'est un scanner injecté, donc toujours en fait l'injection au niveau de l'aorte, les reins qui sont hyper denses. On fait une exploration de tout le scanner, donc on voit que le foie est bien, le tube digestif n'a pas l'air d'avoir de lésion. On n'a pas de pneumopéritoine ici, vous voyez que là, les organes sont tout de suite sous la peau, donc a priori il n'y a pas d'air vraiment qui remonterait. Et on regarde la rate, on voit qu'effectivement il y a une image là qui est hypodense au niveau de la rate, avec un petit épanchement qui fuse juste en dessous. Donc là, on peut se dire qu'effectivement il y a une fracture de rate. La deuxième image, c'est une image pelvienne, où on voit simplement, donc c'est une image non injectée, et on voit juste un épanchement en fait dans le cul-de-sac de Douglas. Donc ensuite, donc l'examen radiologique, voilà.
Donc on a dit, deux coupes de scanner transversales abdominopelviens. Donc la première, surtout on note la splénomégalie et l'absence de pneumopéritoine. La deuxième image, c'était simplement l'épanchement dans le cul-de-sac de Douglas. Donc la conclusion, c'est qu'il s'agit d'une fracture de rate post-traumatique et qui se complique quand même d'un épanchement intra-abdominal. Donc c'est quelque chose qui saigne. Donc en fait, on voyait qu'effectivement, au bout d'une heure, le temps de réaliser tous les examens, d'avoir amené le malade en réanimation, l'état s'aggravait avec une tension qui était maintenant à 8,5, une fréquence à 125, donc un état de choc hémodynamique. Donc votre prise en charge, dans ce contexte, ça va être une intervention chirurgicale en urgence. Le patient s'aggrave, on ne va pas le laisser s'aggraver encore. Il a une rate fracturée, on l'a vu au scanner. Donc c'est une laparotomie médiane. Donc l'intervention chirurgicale, donc c'est la splénectomie d'hémostase, évidemment, on est venu pour ça. Mais il ne faut pas oublier d'explorer tout l'abdomen. Rechercher d'autres lésions, en particulier des lésions du tube digestif, des perforations qui ne se voient pas forcément tout de suite au scanner, qui vont se compliquer dans un second temps de péritonite. Donc puisqu'on a ouvert le malade, il faut absolument aller voir tous les organes et essayer de regarder toutes les lésions. Donc on lave la cavité et on fait une fermeture de la cavité plan par plan. Donc ensuite ce geste est encadré par une réanimation, donc un remplissage vasculaire puisqu'il est en état de choc, par macromolécules et complété par des amines vasopressives si besoin. Et ensuite une transfusion sanguine qui sera très probablement nécessaire vu que le patient a énormément saigné. Donc des culoglobulaires isogroupe et isorésus. Je vous rappelle que chez une femme de moins de 50 ans, on ferait un phénotypage étendu en cas de future grossesse. Là, c'est un homme, donc isogroupe et isorésus, ça suffit. Donc ensuite, que dites-vous aux patients avant la sortie? Donc, quelles sont vos recommandations donc après le traitement chirurgical? Donc il faut donc informer le patient. Ça, c'est un mot qui vaut toujours des points au concours. Donc d'abord sur les conséquences de la transfusion sanguine. N'oubliez pas, vous l'avez probablement transfusé, il va falloir l'informer de ça. C'est médico-légal, il doit être au courant. Vous devez lui demander de faire un dosage des RAI dans 3 mois. Enfin, dans les 3 mois en tout cas. Et je vous rappelle que les sérologies VIH, VHC et VHB ne sont plus obligatoires après une transfusion. Donc vous lui faites l'ordonnance à réaliser dans un laboratoire. Donc ensuite, vous l'informez sur les conséquences de la splénectomie. Donc les conséquences de la splénectomie à long terme, c'est quoi? C'est surtout le risque infectieux en premier lieu. Donc il faut l'informer de la nécessité de consulter en urgence en cas de fièvre élevée ou vraiment de fièvre qui passe pas, de symptômes anormaux. Il faut lui faire un vaccin antipneumococcique tous les 5 ans, un vaccin antiméningococcique également, et le vaccin antigrippal, puisque la grippe surinfectée peut s'accompagner, enfin se surinfecte souvent de pneumocoque. Donc chez un patient splénectomisé, c'est quand même un petit peu embêtant. L'antibioprophylaxie. Donc actuellement, en fait, on recommande surtout jusqu'à efficacité du vaccin antipneumococcique. Alors avant, on recommandait pour les 5 ou 10 ans, voire plus. Les études récentes ont montré que chez des patients jeunes, c'était pas forcément nécessaire. Donc la tendance actuelle, c'est plutôt jusqu'à efficacité du vaccin. Il faut environ 15 jours, 3 semaines. Donc ensuite, vous l'informez des conséquences hématologiques. Donc la thrombocytose. Et vous lui prescrivez un traitement antiagrégant plaquettaire si le taux de plaquettes est supérieur à 1 million, puisque là, ça y a vraiment un risque de thrombose. Je vous rappelle par ailleurs que la thrombocytose, généralement, au bout de quelques mois, ça rentre dans l'ordre. Les patients, après 6 mois, 1 an de splénectomie, ne sont plus vraiment en thrombocytose, enfin, non plus vraiment de thrombocytose, mais en tout cas, pour le début, il faut le prévenir. Donc ensuite, votre ordonnance de sortie. Donc vous n'oubliez pas toujours le nom, le prénom du patient, l'identification du médecin, la signature manuscrite et la date et le lieu. La durée de validité de l'ordonnance, c'est obligatoire de marquer une durée sur l'ordonnance. Donc là, on va faire 3 mois. Vous le reverrez en consultation de contrôle. Vous verrez où il y en a de ses plaquettes, de son vaccin et vous rectifierez le traitement. Donc l'ordonnance à la sortie, ça va être l'Auraciline, 1 million d'unités 3 fois par jour. L'aspégique,
Donc je vous ai dit si il en a besoin. Donc 100 mg par jour. Ensuite le vaccin antigrippal et le pneumo 23 à prescrire.